Très bien, donc on peut commencer. Donc c'est comme d'habitude, vous gérez les participants. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser soit par écrit ou bien vous levez la main. Sinon, dans le pire des cas, vous demandez à votre délégué de me les poser d'une manière indirecte. Donc bonjour, le cours d'aujourd'hui portera sur les diurétiques. Donc l'objectif de ce cours, normalement à la fin de ce cours, vous devez tous être capables de connaître les mécanismes d'action des diurétiques, savoir classer les diurétiques et connaître les principaux effets secondaires, mais surtout connaître les modalités de surveillance du traitement par les diurétiques. Il faut savoir avant, c'est vrai ce que j'avais mis ce que j'ai mis sur ma diapo, que les diurétiques étaient parmi les médicaments les plus prescrits. Plus maintenant, parce que à cause des effets secondaires, on a tendance de les éviter et de ne les prescrire qu'en cas de nécessité. Vous allez voir quels sont les effets secondaires et qui sont généralement néfastes si on ne sait pas comment surveiller notre traitement. C'est vrai que les diurétiques ont des indications autres que cardiologiques, mais en cardiologie, chaque fois qu'il y a une inflation hydrique, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une augmentation du volume d'eau dans l'organisme, soit par, vous savez tous que la gestion de l'eau dans l'organisme est un équilibre entre une pression osmotique et une pression oncotique. Chaque fois qu'il y a diminution de cette pression oncotique, bien sûr la pression oncotique, on vous l'a dit, qui dépend surtout des protéines circulantes, qui dit les protéines, c'est-à-dire qui sont synthétisées soit par le foie, et donc chaque fois qu'il y a une insuffisance hépatique, telle qu'une cirrhose hépatique, donc la pression oncotique diminue, il y a une inflation hydrique, et pour lutter contre cette augmentation du volume d'eau, on va essayer donc de donner des diurétiques. Donc, bien sûr, le mécanisme, c'est un hyperaldostéronisme, et pour essayer de lutter contre cet hyperaldostéronisme, on va donner un anti-aldostérone pour essayer de diminuer cette expansion volumique. Ou bien par augmentation de l'élimination des protéines, telles que dans le syndrome néphrotique, vous allez le voir d'une manière beaucoup plus détaillée en pédiatrie, je pense. Et chaque fois qu'il y a élimination des protéines, donc diminution de la pression oncotique et inflation hydrique, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans le vaisseau, va partir dans le milieu interstitiel. Et donc là, vous voyez deux indications, néphrologiques et hépatogastrologiques, où il y a une indication des diurétiques. Mais en cardiologie aussi, on a une indication quand la pompe cardiaque ne peut plus assumer son rôle de pompe, c'est-à-dire évacuer le sang vers les organes périphériques, et donc il y aura accumulation du sang dans l'augmentation de la précharge, et pour essayer le cœur, d'aider le cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diminuer cette précharge, c'est-à-dire la quantité du sang qui arrive au niveau du cœur, en donnant des diurétiques. Donc, leur indication est multiple, mais de moins en moins que les premiers temps, à cause surtout des effets secondaires et parce que des fois, on a tendance à oublier les effets secondaires et leurs effets secondaires néfastes. Donc, ce sont des médicaments qui sont intéressants, mais il faut les manipuler avec prudence, sinon ils peuvent être délétères et entraîner la mort de votre patient. Donc, il faut savoir que les diurétiques sont la première cause de mortalité iatrogène, la iatrogène, c'est-à-dire médicamenteuse, surtout chez les sujets âgés qui ne compensent pas la perte hydrique et la perte surtout hydroélectrique, c'est-à-dire du sodium, du potassium, chez les personnes âgées et donc qui sont responsables de la mortalité chez ces personnes. Comme anecdote, je vous donne l'exemple que certains phytothérapeutes qui se disent phytothérapeutes, qui donnent donc des tisanes amaigrissantes pour les jeunes filles ou celui qui veut maigrir. Ce sont des tisanes à base de diurétiques, mais dont on ne connaît pas le principe actif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer les effets secondaires et corriger surtout ces effets secondaires.
et donc il se termine par des troubles de rythme et par des morts subites de chez les patients. Et on a eu beaucoup de cas ici chez nous en Algérie, le cancer de se prendre ces tisanes amaigrissantes qui sont en général à base de diurétiques, mais ni le phytothérapeute ni celui qui prend ces tisanes n'est au courant que c'est un diurétique et leurs effets sont néfastes, en général délétères. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous donnez un traitement par diurétique. Il faut connaître quel type de diurétique et qu'est-ce que vous attendez comme effet secondaire. En réalité, en cardiologie, ce qu'on utilise, nous, c'est plutôt les natriurétiques, parce que par diurétique, on entend l'augmentation de volume des urines, augmentation de la diurèse. C'est en augmentant la diurèse, on augmente l'élimination de l'eau. Mais en général, en vérité, on n'élimine pas de l'eau, mais on élimine du sodium. Donc, on donne des traitements qui évitent la réabsorption du sodium et qui dit que le sodium reste dans l'urine primitive. Donc, il y a des molécules d'eau qui vont rester dans l'urine primitive, qui va entraîner une augmentation de la diurèse. Bien sûr, il faut savoir classer les diurétiques. Vous allez voir, on classe les diurétiques selon leur mécanisme d'action, plutôt selon le lieu où ils vont agir, le segment du néphron où ils vont agir, la région corticale, la région médulaire, le glomérule, les branches, les tubes contournés. On va revoir ça en détail. Selon leur efficacité diurétique, on va voir ce qu'on appelle efficacité diurétique, c'est-à-dire les diurétiques puissants, les diurétiques moins puissants. Et enfin, le plus important, vous devez connaître, vous devez savoir classer les diurétiques en diurétiques hypokaliémiants et en diurétiques hyperkaliémiants. Donc, le mécanisme d'action des diurétiques et surtout en cardiologie, c'est leur mécanisme d'action sur la kaliémie, sur le potassium dans le sang. Et toute modification de cette kaliémie peut entraîner des troubles de rythme qui peuvent être néfastes et délétères chez les patients si elles ne sont pas rapidement corrigées. Là, vous pouvez voir les différentes, la région en haut qui est plus claire, en bas qui est en violet, la région d'en haut, c'est la région corticale ou périphérique du néphron, et la région centrale, c'est en violet que vous voyez en violet, c'est la région glomérulaire. Bien sûr, là, vous voyez une artériole afférente qui ramène du sang et une artériole efférente. Et c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau donc qui a la filtration de l'urine primitive. Il y a passage de l'urine primitive grâce au gradient qui existe entre l'artériole afférente, donc qui normalement subit une vasodilatation grâce à l'action des prostaglandines, et l'artériole efférente qui va subir une vasoconstriction contrairement à l'artériole afférente sur l'action du système rénine, angiotensine, aldostérone. Et donc l'existence de gradient entre artériole afférente et artériole efférente va entraîner donc une filtration glomérulaire, c'est-à-dire passage, pas du sang, mais du plasma, on va dire entre parenthèses, avec les électrolytes du sang vers le glomérule et ce qu'on appelle au début l'urine primitive. Bien sûr, cette urine primitive ne sera pas rejetée en entier si elle est éliminée dans notre diurèse, donc ça va être une catastrophe parce qu'on va subir une déshydratation grave et surtout les troubles électrolytiques qui vont l'accompagner. Donc, dans un premier temps, où il y aura un passage dans ce qu'on appelle le tube contourné proximal, dans la région, vous voyez, toujours corticale. Donc, il y aura un passage de l'urine primitive. À ce niveau-là, donc 60 à 50% des électrolytes sont réabsorbés, notamment le sodium, le glucose et l'eau. Cette région ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la région centrale, la région médulaire, où vous voyez, vous avez deux branches, une branche descendante et une branche ascendante, ce qu'on appelle la branche de Lens-Noël. La branche descendante, que vous voyez qui est grêle, qui ne renferme pas de récepteurs et qui est perméable seulement à l'eau. De là, vous pouvez conclure que c'est pas la région sur laquelle on va agir, parce qu'on avait dit qu'en cardiologie, les diurétiques qu'on va utiliser, ce sont des diurétiques
natriurétiques, c'est-à-dire qui vont agir sur le transport du sodium. Et de là, puisqu'il n'y a pas de transporteur du sodium, donc la branche descendante de l'once de Henle ne nous intéresse pas. Contrairement, si vous voyez dans le deuxième cas, la branche ascendante est beaucoup plus large, contrairement à la branche descendante. Elle renferme des récepteurs spécifiques du sodium et donc c'est une région qui va nous intéresser comme traitement pour les diurétiques pour essayer de bloquer cette réabsorption du sodium qui va passer, donc quand vous voyez ici, l'eau va passer dans l'urine primitive vers la région interstitielle et de la région interstitielle vers l'artériole et donc de là, elle va passer vers la circulation sanguine de ce qu'on appelle la réabsorption des électrolytes et de l'urine primitive. Enfin, vous avez ce qu'on appelle, on revient donc maintenant dans la région corticale, où vous avez le tube contourné distal. Donc là, on a le tube contourné proximal et de l'autre côté, on a le tube contourné distal. Ce tube contourné distal renferme deux parties, une partie proximale et une partie distale. La partie distale, pourquoi elle nous intéresse? Elle nous intéresse parce que c'est à ce niveau-là qu'il existe une hormone sentinelle qui va surveiller la concentration du sodium dans le sang, du potassium aussi, donc elle est stimulée par toute hyponatrémie, hypovolémie et hypercalémie. C'est l'hormone, c'est l'aldostérone. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que toujours la concentration de la natrémie, elle est surveillée au niveau du tube contourné distal, à sa partie distale, par une hormone sentinelle qu'on appelle l'aldostérone. Enfin, vous avez le canal collecteur, là où arrive définitivement l'urine, on va dire l'urine terminale, mais à ce niveau-là aussi, il y a une hormone qu'on appelle l'ADH, antidiurétique hormone, et cette hormone qui est responsable de la captation de l'eau, donc qui ne va pas agir par l'intermédiaire du sodium, mais plutôt sur l'eau libre. Donc, si la diapo ne change pas chez l'étudiant, est-ce que vous autres, les diapos, vous les voyez défiler? Donc, si vous voyez, vous les voyez défiler? Non. Non, vous voyez pas les diapos? Non, ça défile pas. Docteur Bournis, et vous, ça défile pas chez vous? Non. Non, ça défile pas. Vous devriez arrêter. Depuis quand? Je vais voir, donc j'ai essayé de voir. Et là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui. Oui, docteur. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que ça défile? Oui, vous voyez? Oui. Filtration glomérulaire. Okay. Très bien, très bien. Donc, chaque fois que vous voyez qu'il y a un souci, vous me tenez au courant parce que je ne peux pas savoir. Merci. Attendez pas que j'essaie de donner la main à
au délégué, j'arrive pas à la trouver. Voilà, très bien. Très bien. Donc, on va essayer de résumer ce que je viens de dire. Donc, la filtration glomérulaire, donc l'urine primitive qui arrive au niveau du glomérule, elle est de l'ordre de 180 litres par jour. Vous voyez quand même que c'est une quantité qui est énorme. Au début, elle est isotonique au plasma, c'est-à-dire elle renferme la même concentration que le plasma. Au niveau du tube contourné proximal, il y a une réabsorption active de sodium. Comme je vous l'ai dit, 50 à 60% de sodium est absorbé à ce niveau-là, et aussi du glucose et de l'eau. Est-ce que vous voyez toujours défiler les images? Oui. Très bien. Et donc, au niveau de l'once d'un lait, on va d'un lait. La branche descendante, elle est perméable à l'eau, mais pas au sodium. Donc, c'est une région, une zone qui ne nous intéresse pas. Par contre, la branche ascendante, qui est large, qui est imperméable à l'eau, l'eau ne peut pas pénétrer seule, mais il a besoin d'un transporteur. Donc, c'est une réabsorption active du sodium qui aboutit à sa dilution. Le tube contourné distal, il est hypotonique, il y a une réabsorption aussi active de sodium. Donc, chaque fois que je vous dis qu'il y a une réabsorption active du sodium, c'est qu'il y a un transporteur qui nécessite de l'énergie. Donc là, la réabsorption du sodium
à primitive, donc c'est la captation de l'urine primitive vers l'interstitium. Donc, c'est le mode de fonctionnement de la cellule principale de l'once de LA. Vous avez un cotransporteur qu'on appelle le cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? À ce niveau-là, donc, on va essayer de donner un médicament qui va empêcher la pénétration du sodium. Et donc, ce médicament, c'est un inhibiteur du cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-, ce qu'on appelle les diurétiques de l'once de LA. Bien sûr, quand j'ai dit diurétique de l'once, ça sous-entend de la branche ascendante de l'once de LA. Le chef de file de ces diurétiques, c'est le furosémide ou l'azilix. Donc, le furosémide va donc inhiber ce cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-. Je vous laisse donc deviner les effets de ce blocage de cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-. Donc, qui peut me répondre quel trouble électrolytique va engendrer ce blocage du cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-? Qui veut répondre? Lève la main. L'hypocalémie. Pas de réponse? Hyponatrémie. Bien sûr. Donc, comme vous voyez, donc la première conséquence, c'est parce que le sodium ne rentre plus dans le sang, il reste dans l'urine primitive, va être éliminé donc dans l'urine primitive. La première conséquence est une hyponatrémie. Oui? Autre conséquence? L'hypocalémie. Donc, c'est qui est en train de répondre, s'il vous plaît? Vous dites votre nom? S'il vous plaît, je vous entends pas. Hypomagnésémie et hypocalcémie. Donc, essayez de répéter parce que je ne vous ai pas entendu. Comme première conséquence. Allô, allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. Essayez de répondre. Oui. L'hypocalémie. Très bien. Hypocalcémie. Hypocalcémie. Pourquoi il y a une hypocalcémie? Parce qu'on n'a pas le gradient électrique transépithélial. Bien sûr, quand la pompe elle est inhibée, donc il y aura perte de l'équilibre électrique qui existe de part et d'autre de la cellule, et par conséquent, ni le magnésium ni le calcium vont traverser pour aller vers l'interstitium puis vers le sang. Donc, par conséquent, le magnésium et le calcium vont rester dans l'urine primitive, dans l'urine, et donc ils vont être éliminés. Et comme conséquence sur le milieu sanguin, donc on aura une hypomagnésémie et une hypocalcémie. Donc, première conséquence à laquelle vous devez donc répondre, donc vous allez avoir une hypovolémie, bien sûr, parce que si le sodium ne pénètre pas, donc même la molécule, je ne me rappelle pas, mais il me semble qu'une molécule de sodium entraîne avec elle 5 molécules d'H2O. Donc, si le sodium ne pénètre pas à l'intérieur de la cellule, l'eau aussi ne va pas pénétrer et ne va pas aller vers le sang. Il va rester dans l'urine primitive. Donc, première conséquence, c'est une hypovolémie. Donc, diminution du volume plasmatique. Donc, vous aurez une hypovolémie, une hyponatrémie, une hypokaliémie, une hypochlorémie, une hypomagnésémie et une hypocalcémie. Donc, les conséquences de ce blocage de ce cotransporteur ANA+, K+, 2Cl-,
c'est l'hyponatrémie, l'hypokaliémie, l'hypochlorémie, l'hypomagnésémie, l'hypocalcémie. Est-ce que vous pouvez me répondre sur le plan d'équilibre hydroélectrolytique? Que va-t-il se passer? Est-ce que ce diurétique de Lens est un diurétique qui va entraîner une acidose métabolique ou au contraire une alcalose métabolique? Qui peut me répondre? L'alcalose. Pourquoi? Pourquoi l'alcalose? Pourquoi il y a une alcalose métabolique? Qui peut essayer de me répondre? À cause de l'hypokaliémie. À cause de... C'est-à-dire, j'ai pas compris. Essayez de m'expliquer. Très bien, j'ai une réponse de Fatiha El-Oujdi, si je ne me trompe pas, Talet, il me semble, qui donne une réponse juste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Ce qu'elle me répond, elle me dit qu'il y a une absorption des ions H+, et une sortie de K+, pour équilibrer du potassium. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qui peut me donner une autre réponse? On a une hypovolémie. Très bien. Pour compenser cette hypovolémie, il y aura une sortie de l'eau de la cellule qui va s'accompagner par conséquence d'une entrée de K+. Va s'accompagner par conséquence de quoi? De l'entrée de K+. D'une? K+. Bah, Bon, j'ai une autre réponse qui dit que la non-réabsorption du chlore, HCO3-, les lions bicarbonate, bon, j'ai pas parlé des lions bicarbonate pour le moment, augmente dans le sang pour compenser. C'est flou. Eh bien, tout simplement, ce que je vous ai dit au tout début, si vous vous rappelez bien, sur le rappel, je vous ai dit qu'il y a toujours une hormone sentinelle qui va surveiller la concentration du sodium dans le sang. S'il n'y a pas une absorption du sodium, eh bien, l'aldostérone va recevoir donc une quantité importante du sodium dans l'urine qui va passer par elle. Cette hypernatriurie, entre parenthèses, va la stimuler. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'aldostérone? Tout simplement, elle va essayer de réabsorber le sodium pour le réinjecter dans le sang et en contrepartie, éliminer le potassium et les ions H+. N'oubliez pas que l'aldostérone, elle est dans le tube contourné distal, elle est encore un peu loin, et donc elle va surveiller la concentration du sodium. Bien sûr, donc elle va être stimulée par une hypernatriurie. C'est Dr Darraj Ayman qui vient de me l'écrire. Et donc, et oui, l'hyponatrémie va stimuler l'aldostérone, et donc l'aldostérone va essayer de réabsorber ce sodium urinaire et en contrepartie éliminer le potassium et les ions H+. Si on élimine les ions H+ vers les urines, donc on va entraîner une acidification des urines, mais au niveau sanguin, on aura une alcalose métabolique. Donc, au niveau sanguin, vous allez avoir une alcalose métabolique hypochlorémique. Est-ce que vous pouvez me résumer les effets de l'diurétique de Lens, si vous m'entendez bien sûr? Hypovolémie, hyponatrémie, hypocalcémie, magnésémie, chlorémie, plus une alcalose métabolique. Et pour le potassium, c'est ça le plus important. C'est une alcalose métabolique, hypokaliémie. Donc, l'hypokaliémie, vous avez vu qu'il y a par deux mécanismes, on a cette hypokaliémie, par blocage du cotransporteur Na+, Cl-, plutôt Na+, K+, de Cl-. Donc, le potassium ne va pas rentrer à la cellule
Et en plus de ça, il va être aggravé par l'effet de l'aldostérone qui va l'éliminer dans l'urine primitive. Donc, les diurétiques de l'anse entraînent une hypokaliémie sévère. Il faut faire très attention au potassium quand vous donnez les diurétiques de l'anse. Vous voyez par les deux mécanismes par lesquels cette hypokaliémie est aggravée. Donc, les diurétiques de l'anse, si on veut les classer, on va les classer parmi les diurétiques hypocalémiants. Donc, on va essayer de résumer ce que je viens de dire. Donc, vous voyez défiler les diapos? Allô, allô? Oui. Très bien, merci. Donc, au niveau de l'anse, on va avoir une diminution de la résorption du sodium, une diminution de la résorption du potassium et une modification du gradient transépithélial qui va entraîner une diminution de la réabsorption du calcium et du magnésium. Et en aval, du côté de l'aldostérone, donc perturbation donc de l'échange K plus H plus qui va entraîner une alcalose métabolique. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi? Sinon, je peux répéter. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je suppose donc c'est OK. Donc, les diurétiques de l'anse appartiennent à la famille des sulfamidés. Donc, ils peuvent être donc, ils ont une résorption digestive rapide, donc ils peuvent être pris par voie orale. Ils atteignent la lumière du tubule par filtration ou sécrétion et ils ont un effet de courte durée. Leur effet, il est de quelques minutes par voie parentérale et d'une demi-heure par voie orale. Donc, on peut l'utiliser. Docteur Dara, je me pose la question, c'est quoi la différence entre réabsorption et résorption? Réabsorption, c'est-à-dire une deuxième action. Parce que, par exemple, le sodium, il était dans le sang, il est passé dans l'urine primitive, et la troisième, il va repasser dans le sang. Donc, c'est une réabsorption pour rejoindre là où il était la première fois. J'espère que vous avez compris, docteur Darraj. Et donc, la présentation, je vous en prie. Donc, les diurétiques de l'anse, ce sont des dérivés sulfamidés. Sulfamidés, c'est une grande famille. Par exemple, vous avez un antibiotique que vous connaissez tous, c'est le Bactrim, c'est un sulfamidé. Attention, c'est un patient, par exemple, a une allergie au Bactrim, donc il va aussi faire une allergie au diurétique de l'anse, au furosémide, c'est-à-dire au Lazilix. Il se présente sous forme de comprimé, donc de 40 mg, mais aussi sous forme d'ampoule injectable de 20 mg. Une question du docteur Frama, il me semble. Frama. Elle me dit si la natriurie stimule l'aldostérone, donc on aura une réabsorption de sodium qui contre-indique avec le but de notre traitement. Apparemment, quand il a l'aldostérone, bien sûr, elle va essayer de corriger cette hyponatrémie, mais je ne sais pas si vous avez vu, vous vous rappelez la diapo précédente que j'ai montrée, que la réabsorption au niveau de l'aldostérone, elle est de l'ordre de 10 à 15% maximum, alors qu'au niveau de l'anse de lait, elle est de 25 à 30%. Donc, c'est vrai qu'elle va essayer de compenser, mais elle ne pourra jamais compenser la réabsorption du sodium, la perte de sodium qui s'est faite au niveau de l'anse de lait. Je vous en prie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc les diurétiques de l'anse se présentent sous forme de comprimés de 40 mg ou bien des ampoules injectables de 20 mg. Si on veut avoir un effet rapide, c'est des 20 mg. Si on veut avoir un effet plus ou moins rapide, 30 minutes, une demi-heure, c'est par voie parentérale. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, il y a toujours une saturation, c'est-à-dire une dose au-delà de laquelle, si on donne le diurétique, on augmente les doses, ça ne va qu'augmenter les effets secondaires sans augmenter la diurèse. Pourquoi? En raison de la saturation des récepteurs.
Et la dose maximale que vous pouvez donner pour les diurétiques de l'anse par voie parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse, elle est de 40 mg. Donc, on donne des bolus de 40 mg. Ça ne sert à rien de donner des bolus au-delà de 40 mg parce que vous n'allez pas augmenter la diurèse, mais par contre, vous allez augmenter les effets secondaires. À l'opposé, par voie orale, vous pouvez aller à 2 comprimés en une seule prise, c'est-à-dire à 80 mg, parce que je vous ai dit, ce sont des comprimés de 40 mg. Donc, c'est l'effet de la saturation. Je vois beaucoup d'internes au niveau des urgences. Quand ils reçoivent un patient en OAP, ils essaient de donner une forte dose en pensant qu'en donnant des fortes doses, qui vont augmenter la diurèse et soulager rapidement le malade, alors que c'est faux. Vous donnez des doses de 40 mg, c'est-à-dire 2 ampoules de 20 mg, le maximum, et vous répétez l'opération toutes les 10 à 15 minutes. Donc, c'est ça ce que vous devez faire et non pas donner 1 gramme en intraveineux, sauf dans le cas d'insuffisance rénale. Bien sûr, quand il y a une insuffisance rénale, là, on peut donner des fortes doses, on augmente les doses pour espérer qu'une petite partie va être filtrée, va rentrer dans l'urine primitive et va agir au niveau de l'anse de LI. Donc, je rappelle, si le patient a une fonction rénale correcte, ne donnez pas au-delà de 40 mg par voie intraveineuse, ni plus de 80 mg par voie orale, sauf en cas, bien sûr, d'insuffisance rénale. Donc, l'effet diurétique, il est obtenu en 20 minutes pour les par voie parentérale et de à peu près durée de 3. Mais là, le délai d'action, il est rapide, 2 à 3 minutes par voie parentérale et un peu, bon, là, ils disent 20 minutes, mais c'est en général en 30 minutes par voie orale. Il faut savoir que le Lasivix, il est métabolisé par voie rénale et donc pas par voie hépatique. Deux types de diurétiques de l'anse. Celui qui est le plus connu, c'est le furosémide Lasivix ou le furosal commercialisé par les laboratoires Saïdal. Et vous avez le bumétanide ou le Burinex, c'est des comprimés de 1,5 mg que malheureusement ne sont pas disponibles chez nous. Et contrairement au furosémide, le bumétanide ou le Burinex, il a un métabolisme hépatique. Donc, pour les diurétiques de l'anse, c'est un sujet normal. 40 mg de furosémide par voie intraveineuse entraîne l'excrétion de 200 à 250 millimoles de sodium dans 3 à 4 litres d'urine en 3 à 4 heures. Donc, vous voyez la quantité énorme de l'urine qui est, donc si vous donnez de l'Azilix, qui est éliminée. C'est-à-dire si vous le donnez quand il n'y a pas une indication, vous allez entraîner une déshydratation et des troubles électrolytiques graves. Donc, les diurétiques de l'anse doivent être réservés aux indications particulières. J'ai une question du docteur Chemlel qui vous dit comment on choisit entre ces deux médicaments, s'il vous plaît, c'est-à-dire entre le furosémide et le bumétanide. Eh bien, malheureusement, le deuxième diurétique de l'anse n'est pas disponible chez nous. Donc, il n'existe pas. Et on n'a que le furosal, le furosémide, le Lasivix. On l'utilise rarement, le deuxième diurétique, on l'utilise quand il y a une résistance au furosémide. Quand il y a une résistance, on peut l'utiliser en association avec le furosémide parce qu'ils ont un effet synergique. Mais on ne l'utilise pas de première intention. Donc, de première intention, on utilise toujours le furosémide. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Très bien, merci. Et donc, je vous dis ça pour vous inciter à ne pas vous amuser lorsque vous serez des internes ou là des médecins à donner des diurétiques à vos camarades pour les voir uriner parce que ça peut avoir un effet délétère grave, surtout si votre collègue il a un problème cardiaque sous-jacent dont vous n'êtes pas obligé de le savoir et ça peut entraîner la mort de votre collègue. Donc, c'est un traitement qu'il faut manipuler avec prudence. C'est pour ça que je vous ai dit dans mon introduction qu'on a tendance d'utiliser de moins en moins les diurétiques de l'anse parce que, comme vous avez vu, ils entraînent une hypocalémie. Cette hypocalémie, elle est grave, elle est importante parce qu'elle est double par
en rapport avec le blocage du transporteur Na+, K+, 2Cl-, et en deuxième lieu, en rapport avec l'élimination de l'aldostérone du potassium. Donc, chaque fois que vous donnez les diurétiques de Lenz, pensez à la compenser en donnant du potassium. Bien sûr, il y a un risque grave de déshydratation quand vous utilisez les diurétiques de Lenz. C'est pour ça qu'on utilise, quand on l'utilise par voie parentérale, on l'utilise pas bien sûr en continu, on essaie de juguler la phase aiguë et par la suite, on essaye donc de compenser cette déshydratation. Donc, il faut faire très attention quand vous donnez un traitement par les diurétiques de Lenz. L'association diurétique avec un régime hyposodé strict donc est grave et peut être délétère et entraîner une déshydratation grave. En général, on ne préconise un régime sans sel qu'en dans un milieu hospitalier parce que vous allez aggraver cette déshydratation et cette hyponatrémie. Les autres propriétés donc des diurétiques, premièrement, en rapport avec l'hypovolémie, ça va entraîner donc une hypotension, une vasodilatation. La vasodilatation, comme vous savez tous, les artérioles sont constituées de 3 tuniques, l'intima, la média et l'adventice. La média qui est riche en fibres musculaires lisses, et quand on a une hypocalcémie, il y aura relâchement des fibres musculaires lisses, il y aura une vasodilatation et donc une hypotension. C'est pour ça que je vous demande, avant de donner un traitement par les diurétiques, assurez-vous que votre patient a une tension correcte, c'est-à-dire supérieure ou égale à 100 mm de mercure, 10, dans notre langage courant. Donc, il faut qu'il y ait une tension plus de 100 mm de mercure. Sinon, ça devient une contre-indication parce que vous allez aggraver l'hypotension. Et si vous aggravez l'hypotension, vous allez altérer le gradient entre l'artériole afférente et l'artériole efférente et vous pouvez entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle à cause de cette hypovolémie et de cette vasodilatation. Et donc, si cette insuffisance rénale fonctionnelle n'est pas corrigée rapidement, elle peut évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Donc, en premier lieu, si vous recevez un patient en inflation hydrique chez lequel vous devez donner un traitement diurétique, premièrement, il faut vérifier sa fonction rénale. Deuxièmement, vérifier sa tension artérielle. Mais si dans le cas de l'urgence, bien sûr, on ne va pas attendre la fonction rénale parce que ce n'est pas contre-indiqué. Vous pouvez donner des bolus de furosémide. Mais par contre, si ça, la tension elle est basse ou bien votre patient il est en état de choc, même s'il fait un œdème aigu pulmonaire suffocant, vous n'êtes pas en droit d'utiliser les diurétiques. Si vous lui donnez les diurétiques, vous allez tuer votre patient. Et donc, dans ce cas-là, que faut-il faire? Bien sûr, dans ce cas-là, il faut donner les inotropes positifs. Je pense que vous avez fait le cours avec le Dr Zougoumi, bien, vous allez le faire. Et ça, c'est l'indication des inotropes et pas l'indication des diurétiques. Les diurétiques ne peuvent être donnés que si la tension le permet. Donc, assurez-vous que votre patient a une bonne tension avant de donner les diurétiques de Lenz à cause de son action vasodilatatrice. Bien sûr, les autres effets secondaires, si on empêche donc la réabsorption du magnésium et du calcium, vous allez avoir donc une hypomagnésémie, une hypocalcémie. Ça peut être un traitement symptomatique, par exemple quand vous avez une hyperparathyroïdie, vous avez une hypercalcémie. Si vous voulez traiter cette hypercalcémie, vous pouvez donner les diurétiques de Lenz en attendant de traiter la cause, parce qu'une hypercalciurie va provoquer la formation des lithiases rénales. Et la lithiase rénale, eh bien, vous savez tous, la colique néphrétique, et ça peut aussi aboutir à une insuffisance rénale par le reflux de l'urine. Donc, tout ça pour vous dire que il faut faire très attention aux effets secondaires, connaître bien le mécanisme d'action des diurétiques de Lenz. Il faut savoir une chose aussi, que les diurétiques de Lenz, rappelez-vous bien, c'est le seul, je dis bien le seul diurétique qui est autorisé en cas d'insuffisance rénale. Tous les autres diurétiques ne sont pas indiqués. Le seul diurétique qui est indiqué en cas d'insuffisance rénale, ce sont les diurétiques de Lenz, c'est le furosémide. Le furosémide est le seul qui est indiqué
mais dans ce cas-là, à dose élevée, 250 à 1,5 g par jour, parce qu'il y a une faible quantité qui arrive au niveau du tube. Bien sûr, en donnant des fortes doses, on augmente le risque des effets secondaires. On peut donc ne pas donner que si cette insuffisance rénale, bien sûr, a diurèse conservée, si le patient urine. Si votre patient n'urine pas, ça ne sert à rien de lui donner du furosémide. S'il n'urine pas, c'est-à-dire que votre traitement ne va pas aller dans le glomérule et ne va pas agir. Et donc, s'il n'y a pas de diurèse, ça ne sert à rien de lui donner le furosémide. Le furosémide n'est donné qu'en cas de diurèse conservée. À forte dose, vous avez le risque d'autotoxicité, c'est-à-dire la surdité, diminution de l'acuité auditive qui se voit chez les patients qui prennent des diurétiques de l'anse au long cours comme traitement d'entretien. Donc, en rapport avec la perte hydrosodée, donc vous avez l'hypovolémie, l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, donc vous avez tous que lors de changement de mouvement, on a des récepteurs carotidiens au sodium, et donc quand il y a un changement du débit, il y a une vasoconstriction qui va compenser pour essayer de maintenir le débit cérébral constant. Mais quand on a cette hypovolémie et cette hyponatrémie, les récepteurs, donc les barorécepteurs carotidiens, ne vont pas agir, et donc votre patient, il peut avoir des vertiges, et surtout, il vous dit, votre patient vient vous voir pour vous dire, au moment où je fais ma prière, quand je me lève, je sens des vertiges ou même carrément de l'hypothémie ou des syncopes. Donc, avec le changement de la position, il n'y a pas cette vasoconstriction réflexe. La déshydratation extracellulaire et enfin l'insuffisance rénale fonctionnelle en rapport avec l'hypovolémie. Attention, pour la deuxième fois, je vous le répète, l'association régime désodé strict et diurétique de l'anse parce que vous allez aggraver cette hyponatrémie et cette hypovolémie et si elle n'est pas rapidement corrigée, elle aura un effet délétère et la mort de votre patient. Revenons à cette hypocalémie. Pourquoi cette hypocalémie est grave? Je pense que vous avez fait le sujet avec Dr Zouk. Eh bien, cette hypocalémie, on a vu que les diurétiques de l'anse entraînaient une hypocalémie quand même qui est profonde. Là, en A, vous avez la concentration du potassium, 3,5 à 4, pratiquement normal. Et dans ce cas-là, vous avez le segment ST et l'onde de T que vous voyez normalement, qui est donc iso sur la ligne de base. Donc, il n'y a pas de décalage du segment ST. Par contre, chaque fois que vous avez la concentration du potassium qui va s'abaisser, vous allez avoir l'onde T qui va se creuser, l'onde T qui se creuse, apparaissant d'une petite onde U. Et c'est pour ça qu'on dit que l'onde T, c'est la tente, c'est la tente du potassium. Chaque fois qu'il y a beaucoup de potassium, vous allez avoir une onde T ample et importante. Chaque fois qu'il y a déplétion ou diminution du potassium dans le sang, vous allez avoir un aplatissement, voire une négativation de l'onde T. Vous voyez en bas, quand la concentration est inférieure à 2,5 millimoles par litre, vous avez un sous-décalage du segment ST et une onde T profonde. Donc, c'est un diagnostic différentiel avec l'insuffisance coronarienne. Quand on retrouve un sous-décalage du segment ST, on pense à une insuffisance coronaire, alors que si on interroge bien notre patient, il va nous dire qu'il n'a pas de douleur et qu'éventuellement, il aurait fait une petite intoxication alimentaire avec une gastroentérite ou bien des vomissements importants qui ont entraîné cette hypocalémie. Et dans ce cas-là, il faut la corriger rapidement. Pourquoi? Parce que si on ne la corrige pas rapidement, cette onde de T plate va entraîner des troubles de rythme à l'étage ventriculaire à type de torsade de pointe. Les torsades, les torsades de pointe, c'est une sorte de tachycardie ventriculaire. Là, je vais essayer de vous montrer.
Et là, vous voyez pourquoi on appelle torsade de pointe. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir donc des complexes QRS positifs, puis des complexes QRS négatifs, suivis par des complexes QRS positifs. Donc, c'est pour ça qu'on dit torsade de pointe. Il y a une rotation donc de l'axe de cœur autour de lui-même. Donc, vous avez des QRS larges, tantôt positifs, tantôt négatifs, à une fréquence rapide. Et si vous la corrigez pas rapidement, donc voilà, vous avez donc des QRS positifs, des QRS négatifs, QRS positifs. C'est ce qu'on appelle torsade de pointe. Et cette torsade de pointe, si elle n'est pas corrigée rapidement, donc elle va aboutir à une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire le ventricule va se fibriller, va pas se contracter, il va pas éjecter du sang, et donc c'est la mort de votre patient. Si vous ne faites pas rapidement un choc électrique externe pour essayer de réduire cette fibrillation ventriculaire et corriger rapidement le trouble électrolytique. Est-ce que vous me suivez? Oui, docteur. Oui, docteur. Très bien. Là, je vais défiler. Est-ce que vous voyez la diapo défiler? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Donc, les autres effets indésirables des diurétiques, bien sûr, là, vous avez vu que l'effet délétère le plus grave, c'est l'hypocalémie qui peut entraîner dans une tachycardie ventriculaire à type de torsade de pointe qui peut dégénérer en fibrillation ventriculaire et la mort de votre patient, l'hypomagnésémie et l'hyperuricémie. Pourquoi l'hyperuricémie? Eh bien, le diurétique entraîne l'hyperuricémie parce que la réabsorption du sang vers le glomérule se fait par l'intermédiaire de vésicules. Et ces vésicules, malheureusement, ils sont utilisés aussi par l'acide urique pour qu'il soit éliminé du sang vers le glomérule. Si on donne les diurétiques, ils vont emprunter ces capsules, je vais dire, ces vésicules, pour le transport. C'est comme vous avez des taxis, et chacun essaie de monter le premier pour occuper la place. Bien, l'acide urique n'aura pas de place pour monter, il va rester dans le sang et ça va entraîner une hyperuricémie. Donc, l'augmentation de l'acide urique dans le sang et qui aura comme conséquence, si elle n'est pas corrigée, la crise de goutte, c'est-à-dire la formation des cristaux, des microcristaux au niveau des articulations avec une inflammation qui sont très rougeâtres, entraîne une inflammation et une douleur. Donc, c'est pour ça aussi, donc il faut faire très attention à l'uricémie quand vous donnez un traitement par les diurétiques. À forte dose, c'est l'autotoxicité qui est proportionnelle à la dose que vous donnez des diurétiques. Surtout, elle se voit en cas d'insuffisance rénale, parce qu'on donne, que je vous ai dit, de fortes doses, ou bien l'association avec des médicaments antibiotiques autotoxiques tels que les aminosides, gentamicine, amikacine. Et enfin, une réaction d'hypersensibilité avec les autres sulfamides, les antibiotiques tels que le Bactrim, le sulfamétrazole. Voilà. Quelles sont maintenant les indications des diurétiques de Lens? Là, je pensais que je l'avoir corrigé, mais non, je l'ai corrigé. C'est l'insuffisance cardiaque. Première indication, c'est l'insuffisance cardiaque chronique comme traitement d'entretien. Un patient qui a un cœur fatigué, il ne peut pas pomper tout l'eau, donc l'eau qui arrive ne va pas être éjectée, donc il va stagner et ça va être responsable des œdèmes. Et donc, pour essayer de diminuer les œdèmes, pour aider le cœur, bien sûr, on va donner des médicaments qui diminuent cette eau qui arrive, qu'on appelle la précharge, qui arrive au niveau du cœur, et on donne les diurétiques de Lens en général parce qu'ils sont importants. Donc, première indication, c'est l'insuffisance cardiaque chronique. Deuxième indication, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle n'est pas une indication de choix dans le traitement avec les diurétiques de Lens. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la demi-vie des diurétiques de Lens, elle est de l'ordre de 3 à 4 heures. Et donc, si vous devez donner les diurétiques de Lens,
vous devez renouveler les doses toutes les 4 heures. 8 comprimés par jour, c'est énorme pour un patient. Et donc, ils ne trouvent pas leur indication dans l'hypertension artérielle. Si je me rappelle, il y a Dr Zou qui avait posé une question, quel est le traitement, la bithérapie, l'association dans le traitement de l'hypertension artérielle? Eh bien, tous ceux qui ont répondu diurétique, full stop, point, il a compté que c'était faux parce que sous diurétique, ça sous-entend les diurétiques de Lens, alors que le diurétique de Lens n'est pas une indication dans le traitement de l'hypertension artérielle, sauf, vous allez dire pourquoi alors je le mets, sauf en cas d'insuffisance rénale. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas donner les autres diurétiques dans l'insuffisance rénale. Le seul diurétique qu'on peut donner en cas d'insuffisance rénale, ce sont les diurétiques de Lens. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un patient hypertendu, j'aimerais pas voir sur son ordonnance un diurétique de Lens, surtout s'il a une bonne fonction rénale, parce que ce n'est pas une indication privilégiée. Les autres indications, bon, quand est-ce qu'on donne les diurétiques pour l'hypertension artérielle, entre parenthèses, vous allez voir les autres diurétiques et les indications, on peut les donner. Eh bien, en général, on donne les diurétiques, vous savez tous que les artérioles, quand on a une hypertension artérielle, soit il y a une vasoconstriction, soit il y a une hypervolémie, contenant et contenu. Soit une vasoconstriction qui entraîne l'élévation de la tension, ou bien il y a une hypervolémie qui entraîne l'augmentation de la tension. Quand il y a une hypervolémie, ce qu'on appelle donc l'hypertension arénine basse, parce que la arénine élevée, ça sous-entend, vous savez tous que l'action de l'arénine est une vasoconstriction, à l'aboutir une vasoconstriction périphérique grâce à l'action de l'aldostérone, plutôt à l'action de l'angiotensine 2. Donc l'angiotensine 2 qui est un puissant vasoconstricteur de tout l'organisme. Et donc, en général, on ne traite avec les diurétiques l'hypertension que chez les patients qui ont une rénine basse. Pourquoi? C'est qui les patients qui ont une rénine basse? Eh bien, tout simplement, ce sont les patients âgés. Les patients âgés, ils ont ce qu'on appelle une rigidité artérielle. C'est-à-dire les artères deviennent rigides, dures, calcifiées par infiltration du calcium. Et donc, on ne peut pas agir sur la rigidité de ces artères. Là, on peut agir sur les volumes. Donc, un sujet âgé, si vous devez traiter son hypertension artérielle, pensez, en premier lieu, aux diurétiques. Le sujet jeune, paradoxalement, contrairement au sujet jeune, où il faut penser à une substance qui va inhiber l'angiotensine 2, avec les IEC ou les ARA2. Donc, vous voyez, donc, il y a une réflexion physiopathologique quand on essaye de prescrire un traitement chez un patient hypertendu. Je répète pour la dernière fois, les diurétiques de Lens ne sont pas un traitement de l'hypertension artérielle, sauf en cas d'insuffisance rénale. Si vous voyez chez un patient hypertendu des diurétiques de Lens, soit qu'il a de l'insuffisance cardiaque ou bien il a de l'insuffisance rénale, sinon c'est un non-sens. Bien sûr, vous voyez, dans le cas d'œdème aigu pulmonaire, l'œdème aigu pulmonaire, c'est-à-dire quand il y a extravasation du sang des capillaires vers les alvéoles pulmonaires, il y a une inondation alvéolaire pulmonaire des alvéoles et du coup, il n'y a plus d'échange d'air entre les alvéoles et le sang. La barrière donc alvéolo-capillaire est bloquée. Il n'y a pas de l'oxygène qui rentre. Là, le patient va s'asphyxier. On va dire qu'il va se suffoquer, se noyer par son propre sang. C'est une sorte de noyade par son sang. Et dans ce cas-là, il faut agir rapidement. Il faut essayer de diminuer cette pression pour que le sang sorte des alvéoles. Bien sûr qu'en première indication, on l'utilisait avant, surtout les diurétiques de Lens en urgence. C'est pour ça que chaque fois qu'on a de l'œdème aigu pulmonaire avec des râles crépitants qu'on entendait à distance, même avant l'auscultation, on demande à l'infirmier de préparer rapidement des bolus de furosémide, bien sûr bas au-delà de 40 mg, je vous ai dit, c'est des bolus que vous répétez. Et à cause des effets secondaires des diurétiques, donc on a pensé à substituer les diurétiques par les dérivés nitrés. Maintenant, dans l'œdème aigu pulmonaire, l'indication, ce sont les dérivés nitrés. Donc, vous donnez les dérivés nitrés de première indication chez les patients qui font un œdème aigu pulmonaire. Et comme deuxième indication, vous avez les diurétiques de Lens. Première indication, les dérivés nitrés. Deuxième indication,
les diurétiques de Lens. Et aussi, on revient sur ce que je vous ai dit en introduction, les œdèmes d'une manière générale, en rapport avec soit une insuffisance de la sécrétion de l'albumine, c'est la cirrhose, l'insuffisance hépatique, soit en rapport avec une perte importante des protéines par les reins, c'est le syndrome néphrotique. Enfin, comme traitement symptomatique, de l'hypercalcémie et de l'hyperkaliémie. Les interactions médicamenteuses, il faut faire très attention parce que, comme je vous ai dit, la pénétration des vésicules à l'intérieur du glomérule va être perturbée et donc il y aura une accumulation des médicaments dans le sang qui peuvent avoir un effet toxique, notamment avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le lithium qui est utilisé dans le traitement des crises dépressives. Donc, il faut faire attention. Sa concentration peut être augmentée dans le sang quand vous l'associez au diurétique de Lens. La majoration du risque arythmogène avec les digitaliques, je pense que le cours, vous l'avez fait avec Dr. Arzouk sur les inotropes positifs, les digitaliques. Les digitaliques, ce sont des substances qui augmentent la force inotrope du cœur, la contraction du cœur. Cependant, leur fenêtre thérapeutique, elle est très étroite. Une fois qu'on dépasse la dose, on risque d'entraîner une intoxication digitalique qui entraîne des troubles du rythme à l'étage ventriculaire grave, à type de tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, puis mort de votre patient. C'est pour ça, quand on donne, et cette intoxication digitalique, elle est favorisée par l'hypokaliémie. Et comme je vous l'ai dit, les diurétiques de Lens donnent une hypokaliémie sévère. Et le cas chez nous en cardiologie, quand on utilise les diurétiques de Lens, en général, on les utilise quand il y a une insuffisance cardiaque. Quand on a une insuffisance cardiaque, on essaie de donner un traitement inotrope qui augmente la contraction du muscle cardiaque et un traitement diurétique qui va soulager le cœur, diminuer l'apport du sang vers le cœur. Et donc, cette association, elle est délétère. C'est pour ça qu'en général, il faut associer obligatoirement du potassium quand vous donnez des diurétiques de Lens avec un inotrope positif tel que le digitalique, la digoxine, ou bien associer la digoxine avec un autre diurétique hypercalémiant pour éviter cette hypocalémie. Dans tous les cas, il faut toujours corriger l'hypocalémie. Et l'interaction, bien sûr, avec les autres substances autotoxiques telles que les aminosides. Maintenant, on a terminé le chapitre sur les diurétiques de Lens. Est-ce que vous avez des questions sur les diurétiques de Lens d'une manière générale? Des questions, s'il vous plaît? Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter le principe de l'hyperurécémie? L'hyperurécémie, je vais essayer donc, pardon. Quand vous avez l'artériole, on a l'artériole et de l'autre côté, on a le glomérule. Ben, à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle des petites vésicules à l'intérieur duquel va pénétrer l'acide urique, il est à l'intérieur et il va être transféré du sang vers le glomérule, c'est-à-dire vers l'urine pour être éliminé. Cependant, quand on donne un traitement, par exemple les diurétiques de Lens, les diurétiques de Lens vont occuper ces vésicules, ces capsules, vont prendre leur place, c'est des taxis. Par exemple, si vous devez partir par un bateau d'une berge à une autre, et vous avez un petit bateau, si le bateau il est pris par d'autres estivants, d'autres personnes, vous n'aurez plus de place de passer et donc vous allez rester dans le sang. Et en restant dans le sang, leur quantité va s'accumuler, va augmenter et ça va être responsable d'une hyperurécémie. Donc, augmentation de l'acide urique dans le sang.
Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. Je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, je vois des questions. Les contre-indications de ce traitement. Je vais vous voir, on va revoir ça, quelles sont les indications et les contre-indications. Bien sûr, il n'y a pas de contre-indication, sauf s'il n'y a pas de diurèse. Donc, s'il n'y a pas de diurèse, on ne peut pas donner ce traitement. S'il y a une hypotension aussi, on ne peut pas donner les diurétiques de l'anse. À part ça, s'il y a une hypocalémie sévère, il faut corriger la calémie avant de le donner. Répéter la partie de CG, je vais essayer. Allongement de l'intervalle QT. Oh là là. Non, c'est pas le cas, c'est pas l'objet de mon cours. Les diurétiques n'interviennent pas sur l'intervalle QT, mais plutôt sur le segment ST et l'onde T. Les contre-indications, je vous les ai dit. Est-ce qu'après la crise de WAP passe, on va réhydrater? Jamais, jamais. Si le patient il est déplété, vous n'allez pas le remplir. Il faut essayer de corriger la cause, voir pourquoi il fait crise de WAP. Ça peut être une urgence hypertensive et dans ce cas-là, vous allez traiter l'hypertension artérielle. Ça peut être l'insuffisance cardiaque et dans ce cas-là, vous allez donner des diurétiques par voie orale au long cours et bien sûr en surveillant la lacthémie. Pensez bien que si vous videz au max, vous remplissez, c'est comme on n'a rien fait. Non, on essaie de le vider et maintenir l'état dans lequel il est. Et la réhydratation va se faire de manière progressive parce qu'on ne va pas donner des fortes doses qui vont entraîner une déshydratation grave. Les effets secondaires, c'est les effets au long cours, pas pendant la crise. Quelles sont les contre-indications absolues des diurétiques? Il n'y a pas de contre-indication absolue, j'allais dire, mais les contre-indications les plus importantes que vous devez connaître, c'est en cas lorsque vous avez un patient qui est connu qu'il a une insuffisance rénale chronique sans diurèse, anurique, là, ça ne sert à rien de le donner. Ce n'est pas une contre-indication, mais c'est une non-indication. Et aussi, quand il y a une hypotension, là, ça devient une contre-indication. Une tension inférieure ou égale à 90 mm de mercure, c'est les états de choc. Là, ça devient une contre-indication des diurétiques. Pour la femme enceinte, est-ce qu'il peut affecter la circulation? Bien sûr. Chez la femme enceinte, c'est une contre-indication relative. Ce n'est pas une contre-indication absolue. Chez la femme enceinte, le risque, c'est la diminution de la circulation fœtale qui peut entraîner une hypotrophie placentaire. Le placenta ne va pas bien se développer et sera responsable donc de l'hématome rétroplacentaire qu'on appelle l'HRP et du placenta prévia, l'implantation basse du placenta, qui ont des effets néfastes. En cas d'urgence, on peut les donner chez la femme enceinte, mais une fois que l'urgence est, on doit les arrêter ou bien les donner à faible dose. Ce n'est pas une indication de première intention, je vous l'ai dit. Par exemple, si elle fait de l'OAP, privilégiez donner les dérivés nitrés, mais ne donnez pas les diurétiques de l'anse d'emblée, sauf si la patiente ne répond pas. De toute façon, vous allez voir ça quand je vais faire mon cours sur cœur et grossesse. On va revenir sur ces points et dans mes cours, je vais en parler sur le cas de la femme enceinte. Une autre question du docteur Hajar qui me dit « Est-ce qu'il faut maintenir les diurétiques au long cours ?» Bien sûr. Il y a certains de mes confrères qui ne sont pas d'accord, mais je vous le dis, une fois qu'on a introduit les diurétiques en urgence, il faut les maintenir au long cours. On ne peut pas s'empêcher de les donner au long cours parce que si le cœur est fatigué, on ne va pas lui implanter un deuxième cœur neuf. Il est fatigué, il va rester fatigué. Donc, il lui faut une dose d'entretien des diurétiques et cette dose d'entretien va se faire par voie orale, bien sûr, pas par voie parentérale. Donc, une fois que vous avez introduit les diurétiques de l'anse par voie parentérale, il faut les maintenir comme traitement d'entretien par voie orale. J'espère que j'ai répondu au docteur Hajar. Docteur Douel Khaira, elle me parle toujours de la grossesse. Je pense que j'ai répondu à la question sur la grossesse. Docteur Derrage, non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit, docteur Derrage? Peut-être que je n'ai pas compris votre question. Bon, je reviens en attendant que vous m'écrivez votre question. Je reviens à la question de docteur Frarma Sarah. Donc, un ionogramme obligatoire avant le traitement.
L'ionogramme, oui, il doit être obligatoire avant le traitement, sauf en cas d'urgence. Bien sûr, si on a une urgence, je vous ai dit qu'il n'y a pas de contre-indication. Même s'il a une hypocalémie, c'est pour sauvetage du patient. Idéalement, vous allez commencer avec les dérivés nitrés, mais si vous n'avez pas une seringue électrique à portée de main, vous devez donner des doses, des bolus, des diurétiques de Lens sans attendre l'ionogramme. Ce qu'on fait habituellement, on pique notre patient pour un bilan et on donne un bolus de traitement parce que l'ionogramme, vous allez l'avoir rapidement. Donc, le bilan, vous l'avez rapidement. Donc, le temps d'injecter le deuxième bolus, vous avez votre ionogramme et là, vous savez ce que vous devez faire. Je vous en prie. ECG pour rechercher l'hypocalémie. Non, le CG n'est pas fait systématiquement pour rechercher l'hypocalémie. L'hypocalémie, c'est le bilan biologique. Je vous ai dit que l'hypocalémie, on peut l'avoir sur le CG, surtout s'il y a une hypocalémie qui est chronique. Elle va se manifester par un sous-décalage du segment ST, l'aplatissement ou la négativation de l'onde T et l'apparition de l'onde U. En général, l'intervalle QT, il témoigne de la fonction systolique de VG. Plus il est allongé, plus que la fonction VG n'est pas bonne. En général, ce qui veut dire. Mais il y a un traitement, vous avez des traitements qui allongent l'intervalle QT. Et dans ce cas-là, c'est, bon, vous avez l'exemple de plaquenil, de l'azithromycine, des traitements qui sont en vogue en ce moment-là, qui peuvent allonger l'intervalle QT et donc prédisposer aux troubles de rythme, torsade de pointe et tachycardie ventriculaire. Le problème chez nous, c'est le QT, c'est c'est pas par l'allongement de l'intervalle QT, mais plutôt par la négativa de l'hypocalémie. C'est l'hypocalémie qui est grave, l'hypocalémie qui entraîne la torsade de pointe. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez répéter les diurétiques en cas d'HTA. Donc, soit je vous répète le CG et l'HTA. Je ne sais pas si on a encore le temps. Moi, j'ai le temps, mais je pense que vos collègues vont se lasser parce que je vais prendre beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller rapidement. Pour le CG, je vous ai dit que l'onde de T et le segment ST reflètent la calémie dans le sang. Plus la calémie est importante, plus l'onde de T sera ample. C'est pour ça que dans l'infarctus avec sous-décalage du segment ST, il y a une hypercalicystie. C'est pour ça que vous avez un sous-décalage du segment ST. Et chaque fois qu'il y a une hypocalémie, vous allez avoir des ondes de T négatives avec un sous-décalage du segment ST. Et plus l'hypocalémie est profonde, plus elle va entraîner des troubles de rythme à l'étage ventriculaire tels que la torsade de pointe et la fibrillation ventriculaire. Pour l'HTA, je vous ai dit que les diurétiques de Lens ne sont pas un traitement de l'hypertension artérielle, sauf en cas d'insuffisance rénale. S'il y a une insuffisance rénale à diurèse conservée, là, vous pouvez utiliser, parce que ce sont les seuls diurétiques qui sont indiqués en cas d'insuffisance rénale. Donc, chez un patient hypertendu avec insuffisance rénale à diurèse conservée, vous pouvez utiliser les diurétiques de Lens. Mais dans les autres cas, ce n'est pas une indication. Vous avez une HTA, vous allez voir que ce sont les thiazidiques qu'on les utilise dans l'hypertension artérielle à fonction rénale conservée. Je pense que je m'arrête là et je continue avec la deuxième partie de mon cours qui va porter sur les diurétiques thiazidiques. Eh bien, les diurétiques thiazidiques vont agir sur le tube contourné distal. Vous vous rappelez bien le tube contourné distal? Juste avant l'hormone sentinelle qui est l'aldostérone. Eh bien, au niveau du tube contourné distal, bien sûr, au niveau de la région corticale, vous allez avoir, on va prendre une cellule principale à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de cette cellule principale? Eh bien, comme vous voyez, j'espère que vous voyez la diapo, sinon vous me faites signe. Au niveau de cette cellule principale, vous avez un cône. Oui? Vous voyez la diapo? Oui, on la voit. Très bien. Oui. Très bien. Donc, au niveau de cette cellule principale, vous avez un cotransporteur qu'on appelle le cotransporteur Na+Cl-. Ce cotransporteur donc va permettre la pénétration du sodium et du chlore à l'intérieur de la cellule et bien sûr de l'intérieur de la cellule vers l'interstitium et vers le sang. Le transfert va se faire par l'intermédiaire de la pompe sodium-potassium. Il y a aussi des canaux calciques qui permettent l'entrée du sang, de l'urine primitive vers l'intérieur de la cellule et de l'intérieur de la cellule, le transfert vers l'interstitium vers le sang se fait grâce à l'action d'une hormone qu'on appelle la parathormone.
qui va agir sur un transporteur calcique qui va permettre de l'activer et donc transférer le calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est ça au niveau du tube contourné distal. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Eh bien, quand on donne un diurétique thiazidique, ce diurétique thiazidique va entraîner une inhibition de ce canal Na+, Cl-. Donc, l'inhibition de ce canal Na+, Cl- va empêcher la pénétration du sodium à l'intérieur de la cellule. Donc, et le sodium et le chlore vont rester à l'extérieur de la cellule. Pour l'équilibre électrique de la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire la cellule? Eh bien, pour compenser la perte de cette charge positive, elle va essayer d'augmenter la pénétration du calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, inhibition du cotransport Na+, Cl- et une augmentation de la réabsorption du calcium. Qui peut me dire quelle sera la conséquence dans ce cas-là sur les électrolytes? En vous basant bien sûr sur ce qu'on a vu avec le diurétique de Lens. Oui? Une réponse? Hyponatrémie, Très bien. hypochlorémie, Hyponatrémie, oui. hypochlorémie, Hypochlorémie, hypercalcémie. bien sûr. Donc, une hypercalcémie. Et sur la calémie? Hypocalémie. Pourquoi hypocalémie? La natriurénase augmente. Mais je ne vois pas le rapport. Elle stimule l'aldostérone. Oui. Oui, docteur Bonissa, c'est vous qui répondez, je pense. Oui. La suite? Il y a une pompe, Je vous entends pas. Oui, on l'a. J'ai pas eu de réponse écrite. Voilà, là, je viens de voir des réponses. Deux réponses de vos collègues. Il y a Dr Chemlel Lamia qui nous dit pas de réabsorption de sodium, donc la pompe Na plus K+ ne marche pas. C'est souvent on me répond avec cette, mais ça n'a rien à voir. Elle ne va rien changer parce que s'il y a du sodium cache, elle sera neutre, la pompe sodium-potassium. Donc c'est pas elle qui sera responsable. Docteur Fatiha El-Wujdi, Alet, nous dit que l'hypocalémie indirectement par l'aldostérone. C'est-à-dire, moi, j'ai pas bien compris. Il y a Dr Jouedi Abdallah qui nous dit l'hyponatrémie va stimuler l'aldostérone et l'aldostérone va entraîner une hypocalémie minime. Ça, c'est très bien. N'oubliez pas que il y a toujours l'aldostérone en amont, Melfort, qui est en train de surveiller la concentration de votre sodium. Si le sodium ne pénètre pas à l'intérieur de la cellule, elle va voir qu'il y a une hyponatrémie, une hypernatriurie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, tout simplement, elle va essayer à son tour de réabsorber le sodium et d'éliminer le potassium et les ions H+. C'est vrai, cette hypocalémie, comme a dit Dr Jouedi, ne sera pas importante, comme on l'a vu avec les diurétiques de Lens, mais quand même, c'est une hypocalémie. Très bien, si vous voulez dire ça, Dr El-Wujdi, c'est bien, donc vous avez bien compris. C'est ça le but du cours, c'est de comprendre ce que je viens de dire. Et donc, les conséquences donc, de ce blocage de ce cotransporteur Na+, Cl-, vous allez avoir donc une hyponatrémie, une hypochlorémie, une hypocalcémie et une hypocalémie. Et bien sûr, on aura une alcalose métabolique. Vous avez compris le mécanisme de l'alcalose métabolique, c'est le même mécanisme, sauf que l'hypocalémie ne sera pas aussi importante que celle qu'on a vue dans les diurétiques de Lens. Donc, leur effet n'est pas vraiment important, c'est seulement 5%, car 90% de sodium a déjà été réabsorbé. Rappelez-vous bien, 60 à 65% au niveau du tube contourné proximal, 25 à 30% au niveau de l'anse de Henle, et donc il reste une quantité infime au niveau du tube contourné distal sur laquelle
va agir les diurétiques thiazidiques. Une question de Dr Darraj, il me dit comment ça marche le récepteur de l'aldostérone. Voilà, Na+, donc il va réabsorber du sodium, il va prendre, d'un côté, il va prendre donc un ion de sodium et il va éliminer un ion K+, potassium, et un ion H+. Donc, absorption de sodium, élimination du potassium et du ion H+. Bien sûr, ça s'est fait d'une manière très schématique pour vous aider à la compréhension du cours. Donc, vous voyez donc l'effet maximal, c'est 5%, qu'à 90% du sodium a déjà été réabsorbé en amont. Et là, par contre, si on voit cette courbe, et là, je vais demander à Dr Darraj, puisqu'il est là, de m'expliquer cette première courbe. Dr Darraj, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je ne vois pas l'écran, docteur. Vous ne voyez pas l'écran? Personne ne m'a dit que vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas bien. Vous le voyez ou bien vous ne le voyez pas bien? Non, elle est divisée comme si elle n'est pas complète. Attendez, donc je vais essayer de refaire. Et là, est-ce que vous voyez? Non, toujours la même. Moi, je La vois. même chose. Vous voyez? Visible Okay. pour moi. Donc, c'est apparemment un visible. problème à votre niveau. Non, Donc, c'est qui peut donc essayer de me répondre? Docteur Farhi, par exemple? Qui est en train de dessiner sur mon écran? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avec ces courbes-là? Un volontaire, s'il vous plaît. En augmentant la dose, Oui. le Na+ excrété va être excrété en plus, jusqu'on aboutit à un plateau, c'est-à-dire les récepteurs seront... C'est qui me parle, s'il vous plaît? C'est donc Chouetri. Docteur Chouetri. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur cette courbe-là? Il y a une Docteur il y a Slav, oui. Augmentation de l'excrétion de Na+, jusqu'à où elle sera stable, c'est-à-dire il n'y aura plus une excrétion de Na+. Pourquoi? Les récepteurs sont saturés, voilà. Voilà, donc c'est le plateau s'explique par la saturation des récepteurs. Voilà. Donc, vous voyez que le diurétique donc, commence à agir chaque fois que vous augmentez la dose, il y aura une augmentation de l'excrétion rénale de sodium jusqu'à un certain niveau où il y a ce qu'on appelle la saturation des récepteurs. C'est la courbe plate, le plateau qu'on voit. C'est tout ce que vous voyez? Vous ne voyez pas autre chose? Non. Docteur Djouadi, qu'est-ce que vous voyez? Ah, il y a Djouadi. Il faut une certaine dose pour avoir un effet. Le pourcentage de... Très bien, très bien. Voilà. Vous voyez que le diurétique de l'os ne commence pas à agir avec des faibles doses. Il faut des doses quand même importantes pour commencer à agir. Donc, il y a deux points à remarquer. Que les diurétiques ne commencent pas à agir dès le début. Désolé, même c'est très bien. Et là, vous avez une deuxième courbe, c'est celle des diurétiques thiazidiques. Qui peut me commenter cette deuxième courbe pour faire le parallèle entre les deux courbes? Oui. Les diuréses thiazidiques nécessitent une dose moins importante que les diuréses diurétiques de l'eau. Bon, vous voyez donc la courbe, la surface sous la courbe des diurétiques thiazidiques n'est pas aussi importante que celle des diurétiques de l'anse. Pourquoi, à votre avis? Selon l'effet maximal, 5%. Parce que c'est le tube contourné distal. Elle va agir sur le tube contourné distal. 5% seulement. Oui.
Bien sûr, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. On avait dit que les diurétiques de l'anse agissaient sur l'anse, qui filtre 25 à 30% de sodium. Donc, ils ont beaucoup de sodium. Alors que les diurétiques thiazidiques, là où ils agissent, il y a une faible quantité de sodium. C'est 5 à 10%. Donc, ce n'est pas une quantité qui est énorme. Donc, c'est pour ça que la quantité du sodium excrété est beaucoup plus importante au niveau des diurétiques de l'anse que les diurétiques thiazidiques. Autre point important, il y a Dr Jouadi qui me dit, on remarque que les thiazidiques ont un effet moins important que les diurétiques de l'anse, c'est ce qu'on vient de dire, mais ils agissent par une dose efficace minimale. Dr Jouadi, donc, il a remarqué que les diurétiques je pense même il y a un de vos collègues qui l'a dit avant, que les diurétiques thiazidiques commencent à agir à des doses beaucoup plus faibles avant les diurétiques de l'anse. Et donc, la question qu'on se pose, qui est le diurétique le plus puissant et qui est le diurétique le plus actif? Donc, quel est le diurétique le plus puissant à votre avis? C'est les diurétiques thiazidiques ou bien les diurétiques de l'anse? De l'anse. Pourquoi? Le pourcentage de Na+ excrété, elle est plus importante que le… Très bien. Très bien. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc après avoir vu donc, ces diapos, donc on va aller directement à la… Je ne sais pas s'il y a une réponse. Les plus efficaces, c'est les diurétiques de l'anse, oui. Donc, dose, efficacité versus puissance. Là, vous avez la comparaison entre le furosémide et l'hydrochlorothiazide. L'hydrochlorothiazide, c'est un diurétique thiazidique, comme le nom l'indique à la fin. Donc, diurétique thiazidique. Donc, les diurétiques de l'anse sont les plus puissants parce qu'ils extraitent la plus grande quantité du sodium. Ils augmentent l'excrétion du sodium d'un facteur de 2 à 3. Durée, début et durée d'action courte. Vous voyez que la courbe, comment elle est rapide. Donc, ils agissent rapidement. À l'opposé, les thiazidiques, en noir que vous voyez, j'espère que vous voyez la courbe en noir. Oui, vous la voyez, la diapo? Oui. Oui. Donc, les thiazidiques sont très efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à agir à une dose beaucoup plus faible que celle des diurétiques de l'anse. Donc, en termes d'efficacité, ce sont les thiazidiques et en termes de puissance, ce sont les diurétiques de l'anse. Il augmente l'excrétion du sodium de 3 à 6% et vous voyez la durée d'action qui est prolongée de 12 à 24 heures. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on veut traiter une hypertension artérielle, si on donne les diurétiques de l'anse, il faut donc répéter les doses toutes les 4 heures, donc 8 comprimés par jour. Par contre, pour les diurétiques thiazidiques, ils peuvent aller jusqu'à 24 heures. Un seul comprimé suffit pour couvrir toute la journée. Donc, quand vous voulez traiter l'hypertension artérielle, il faut privilégier les diurétiques thiazidiques. C'est pour ça qu'on vous dit quel est le traitement de l'hypertension artérielle. Si vous répondez simplement diurétique, c'est faux. Mais si vous dites diurétique thiazidique, là, la réponse est juste. J'espère que je me suis bien fait expliquer, que le schéma est très explicatif et qui résume tout ce qu'on vient de dire, la comparaison entre les diurétiques de l'anse et les diurétiques thiazidiques. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre. Le cours n'est pas encore terminé. On va essayer d'avancer. Donc, les thiazidiques, leur présentation, elle est sous forme orale. Donc, il n'y a pas de forme injectable. C'est vrai que les premiers essais qui ont été faits avec les thiazidiques, c'était par voie parentérale, mais vu leur faible mécanisme d'action, donc ça ne sert à rien de les donner par voie parentérale. Donc, les thiazidiques ne sont donnés que par voie orale. On a vu qu'avec le furosémide, qu'il existait par voie parentérale et par voie orale, les thiazidiques ne se présentent que sous forme de comprimés. Donc, l'action prolongée qui peut aller jusqu'à 24 heures, ce qui leur fait donc un traitement de choix dans le traitement de l'hypertension artérielle. Vous allez voir que les indications, que ces premières indications, contrairement aux diurétiques de l'anse, où la première indication, c'est l'insuffisance cardiaque chronique. Vous avez deux familles. Vous avez l'hydrochlorothiazide, Ecidrex, et vous avez l'indapamide, le Fludex. Le Fludex, c'est des comprimés
1,25 mg, commercialisé par les laboratoires Servier sous la dénomination de Fluidex. Et l'hydrochlorothiazide, c'est des comprimés de 25 mg. Bon, la dose maximale d'hydrochlorothiazide, c'est 50 mg. Donc, l'hydrochlorothiazide, 25 et 50. Et l'apamide, c'est 1,5 mg. Leurs effets indésirables, c'est la déplétion hydrosodée, l'hypocalémie, bien sûr, mais elle n'est pas aussi importante comme les diurétiques de Lens, la diminution de la tolérance aux glucides, donc ce qui prédispose au diabète, l'hyperuricémie, l'hyperlipidémie et bien sûr l'allergie. Les indications, là vous voyez l'indication de première intention, c'est l'hypertension artérielle. En deuxième lieu, c'est l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas un traitement de l'insuffisance cardiaque, mais c'est un traitement adjuvant au diurétique de Lens en cas d'insuffisance cardiaque. Lithiase rénale par hypercalciurie, c'est quand on a une lithiase rénale, on essaie de donner les diurétiques thiazidiques pour augmenter la résorption du calcium au niveau des urines pour qu'il ne stagne pas dans l'urine et ne favorise pas la formation de lithiase rénale. Pas d'effet dans l'insuffisance rénale. Parce que vous imaginez en cas d'insuffisance rénale, on a beau à donner des fortes doses, pour commencer à agir au niveau du tube contourné distal, il faut donner vraiment de très fortes doses pour avoir un effet minime, vraiment minime. 5%, mais ce n'est pas évident qu'on arrive à agir sur ces 5%. Donc, ce n'est pas une contre-indication des thiazidiques en cas d'insuffisance rénale, mais c'est plutôt une non-indication. Ça veut dire quoi, une non-indication? Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien de donner les diurétiques thiazidiques en cas d'insuffisance rénale. C'est pour ça que je vous ai dit que la seule indication en cas d'insuffisance rénale, c'est les diurétiques de Lens. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si c'est oui, donc je passe. Oui. Très bien. Oui. Merci. On va arriver là au niveau de tube contourné. On a terminé avec les diurétiques de Lens. On a vu la diurétique de Lens, les diurétiques thiazidiques, et on va terminer par les diurétiques du tube contourné distal, c'est-à-dire qu'on va agir sur l'aldostérone qui nous embête, sur le système rénine-angiotensine, donc aldostérone. L'aldostérone, donc, qui est une hormone hypercalémiante. Donc, quand on donne un anti-aldostérone plutôt, on a dit que l'aldostérone stimule la réabsorption de sodium et l'élimination ou la sécrétion des ions K+ et H+. Les anti-aldostérones, donc en bloquant l'action de l'aldostérone, il y aura une accumulation du potassium dans le sang et elle va être responsable donc d'une hypercalémie. Et bien sûr, et aussi des ions H+. Si donc il y aura une accumulation de K+ et H+, donc il y aura une acidose, très bien, avec un C, acidose, ACI, acidose métabolique, bien sûr, très bien, très bien. Et donc, les anti-aldostérones, comme l'aldostérone est une hormone stéroïdienne, c'est-à-dire une hormone, vous avez connaissez tous les hormones stéroïdiennes, ils ont une forme hexagonale, c'est-à-dire une forme benzoïde, une forme H6C6, la forme de benzène, je ne sais pas si vous connaissez la forme hexagonale. Je sais pas. Et donc, ils vont mimer l'action des hormones stéroïdes. C'est pour ça qu'on vous donne les anti-aldostérones pour occuper les récepteurs de l'aldostérone. Donc, vous allez les avoir les effets secondaires à cause de leur ressemblance avec les hormones stéroïdiennes. Vous allez avoir une gynécomastie, par exemple, chez l'homme, une frigidité ou diminution de la lipido chez l'homme et la femme. Il y a aussi des diurétiques qui agissent directement sur le tube collecteur qu'on appelle l'amyloride aussi, donc ils sont sensibles à l'effet de potassium et donc ils entraînent une hypercalémie. Donc les diurétiques distaux, parce qu'ils ont un faible effet sur le sodium, moins de 2%, donc ce sont des épargneurs potassiques. L'effet natriurétique n'est pas important, risque d'hypercalémie en cas d'insuffisance rénale. Donc, c'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Donc, en cas d'insuffisance rénale,
les diurétiques distaux sont contre-indiqués. Les troubles endocriniens, quand je vous ai parlé, c'est la gynécomastie chez l'homme. Donc, il va développer des seins. C'est en rapport avec la prise de ce médicament. Heureusement que l'effet est réversible avec l'arrêt du traitement. Avant, on disait qu'il ne faut pas donner les diurétiques distaux ou hypercalémiants avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion à cause de l'hypercalémie. Mais il y a une étude très importante, c'est l'étude RALES, qui a montré que leur association à faible dose était bien sur le cœur. Elle a un effet remodelage positif sur le cœur et donc permettait donc de traiter l'insuffisance cardiaque. Actuellement, on peut les associer, inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les diurétiques distaux avec l'aldostérone, mais à la dose de 25 mg. Oui, je vous ai pas donné la présentation. Pour les anti-aldostérones, c'est le spironolactone ou l'aldactone. C'est des comprimés de 75 mg et des comprimés de 25 mg. Ils n'existent pas par voie parentérale, bien sûr. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. N'oubliez pas ça à cause de l'hypercalémie. Donc, les diurétiques distaux sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Enfin, au niveau du tube contourné proximal au début, vous allez voir, donc, il y a un transporteur Na plus H+. Donc, le Na+, ce cotransporteur fait pénétrer un ion Na+, contre la sortie d'un ion H+. Cet ion H+, va se lier à l'ion bicarbonaté HCO3-, et donc H++ plus HCO3- vont donner donc le H2CO3-, et sous l'action d'une hormone qui est l'anhydrase carbonique, donc il va être scindé en deux molécules, H2O et CO2. Ces deux molécules ne vont pas pénétrer à l'intérieur de la cellule, mais ils vont diffuser entre les cellules pour aller dans le sang. Diurétique du tube contourné proximal. Bon, les diurétiques vont, comment ils vont faire? Ils vont inhiber l'anhydrase carbonique. Cette enzyme, j'espère que vous voyez la diapo, en inhibant l'anhydrase carbonique, ils vont inhiber donc la transformation de H2CO3- en H2O-CO2, donc ils ne vont pas pénétrer, ils vont rester dans l'urine, il y aura élimination de l'urine. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas des tubes contournés proximales, parce que ce n'est pas des diurétiques natriurétiques, ce sont des diurétiques, des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc, ces inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les diurétiques les plus anciens, on utilise l'acétazolamide ou le diamox. Dans le tube contourné proximal, ils inhibent l'anhydrase carbonique et donc diminuent la sécrétion des ions H+, et diminuent la résorption de l'ion bicarbonate HCO3- Na+. Le risque, c'est l'acidose métabolique hyperchlorémique, contrairement aux diurétiques proximaux qu'on a vus, plutôt aux diurétiques de Lens et thiazidiques, qui entraînent une alcalose métabolique hypochlorémique. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, contrairement à eux, vont entraîner une acidose métabolique hyperchlorémique. Et donc, ils ne sont pas utilisés en cardiologie. Donc, je vous en parle à titre culture générale. Donc, je ne vous demande pas de les retenir. Donc, ils diminuent la pression intraoculaire dans le glaucome, que ce soit le glaucome à angle ouvert ou le glaucome à angle fermé. Et en cas d'hypertension intracrânienne, on l'utilise pour diminuer la formation de liquide céphalo-rachidien. On va voir une autre famille de diurétiques, les diurétiques osmotiques qui sont administrés par voie intraveineuse. Eux aussi ne sont pas des diurétiques natriurétiques. Le plus utilisé, c'est le mannitol, éliminé par filtration glomérulaire. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un soluté non résorbable qui va s'opposer à la résorption de l'eau, parce qu'il va augmenter la pression au niveau de l'urine primitive et va empêcher que l'eau sorte de l'urine pour aller vers le milieu interstitiel. Ce sont des diurétiques osmotiques par augmentation de la force osmotique. Donc, natriurèse non obligatoire, indiqué en cas des intoxications, donc en réanimation et en cas d'intoxication, en cas d'œdème cérébral.
Bien sûr, pour réduire le risque d'hypocalémie, on est parfois amené à associer un diurétique hypercalémiant avec un diurétique hypocalémiant. Par exemple, un diurétique thiazidique et un diurétique disto. Vous avez ce qu'on appelle actuellement qui est commercialisé dans les marchés, vous avez le Dudrex qui est une association entre un diurétique thiazidique et un anti-aldostérone. Vous avez le Dudrex, c'est l'amyloride plus l'hydrochlorothiazide. C'est une association de deux diurétiques, un est hypocalémiant, le deuxième hypercalémiant. Enfin, les diurétiques de Lens et un anti-aldostérone. Pour augmenter l'efficacité, on peut être amené à associer d'autres diurétiques, notamment en cas d'œdème réfractaire, associer les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de Lens. On vous dit ne jamais associer deux molécules de la même classe, de la même famille, parce que si vous associez deux diurétiques, par exemple, de Lens, vous allez aggraver l'hypocalémie, vous allez donner deux familles, vous allez aggraver l'hypocalémie. Faire très attention. Les indications, on va revenir, on l'a vu dans l'insuffisance cardiaque. Bon, il n'y a pas d'études dans la liste, dans la salle d'attente. En tout cas, ils ne me sont pas signalés. Donc, l'insuffisance cardiaque, le traitement par excellence, ça reste les diurétiques de Lens. L'œdème aigu du poumon, aussi les diurétiques de Lens, mais actuellement substitués par les dérivés nitrés. L'hypertension artérielle, ce sont surtout les diurétiques thiazidiques. L'acide sur foie cirrhotique, en cas d'insuffisance hépatique, on a un hyperaldostéronisme et dans ce cas-là, il faut donner les anti-aldostérones, mais des fois, on est amené à associer aussi avec eux les diurétiques de Lens. En cas d'hypercalcémie, c'est les diurétiques de Lens. En cas de lithiature hypercalciurie, ce sont les diurétiques thiazidiques. Maintenant, pour l'indication pour la perte de poids, faut-il donner des diurétiques? Je vous renvoie à ce que je vous ai dit à l'introduction. Alors, qui veut me répondre? Non. Oui, vas-y, je vous écoute. Bien sûr qu'il ne faut pas les donner, non, mais pourquoi? On va perdre du liquide et non pas de graisse. La graisse. Très bien. Parce que les diurétiques ne vont pas agir sur le compartiment graisseux, mais vont plutôt agir sur le compartiment liquidien. C'est la même chose que vous voyez chez les gens qui veulent maigrir, ils mettent des KW ou ils prennent des bains chauds pour se déshydrater. Mais une fois qu'ils ressortent, ils sont obligés de reprendre l'eau perdue. C'est un mécanisme de compensation, ils reprennent leur poids. Donc, ça ne sert à rien, ces mécanismes de déshydratation. Vous allez juste vous déshydrater, avoir des effets secondaires, sans avoir en contrepartie la perte du tissu adipeux de la graisse. Donc, si on veut perdre du poids, il faut diminuer les apports énergétiques, il faut diminuer les lipides et les glucides et augmenter les dépenses. Alors, comment on augmente les dépenses? Bien sûr, en augmentant la dépense énergétique en faisant une activité physique. Donc, si on veut perdre du poids, ça ne sert à rien de donner des tisanes à base de diurétiques qui sont néfastes, qui entraînent des effets secondaires graves. Par contre, il faut préconiser chez ces patients une activité physique régulière. Donc, comment surveiller ce traitement? On arrive au point le plus important. Pour surveiller le traitement, vous avez vu l'importance de la fonction rénale dans le choix de traitement. On avait vu des médicaments qui ont une action et qui sont hypercalémiants, d'autres hypercalémiants. Et donc, il faut, avant de donner votre traitement, s'assurer que votre patient ait une bonne fonction rénale, une urée, une kaliémie, surtout la kaliémie, et l'uricémie, l'acide urique. Donc, une fonction rénale avec la créatinine et l'urée, un ionogramme sanguin avec la kaliémie, une uricémie. Sur le plan clinique, comment vous allez surveiller le traitement de votre patient? Sur le plan clinique, il faut prendre sa tension artérielle pour voir que sa tension artérielle elle est correcte. Il faut mesurer sa diurèse parce que chaque fois, normalement, le poids et la diurèse. Le poids, il aura tendance donc, à diminuer, à augmenter. Ça veut dire que votre patient est en train d'éliminer de l'eau. Donc, votre traitement est efficace.
Donc, vous devez surveiller la tension artérielle, s'il n'y a pas une hypotension. Vous devez prendre le poids de votre patient et mesurer la diurèse et bien sûr rechercher les plis de déshydratation ou bien les signes de déshydratation. Donc, sur le plan clinique, ce sont les 4 signes que vous allez surveiller: la tension artérielle, le poids, la diurèse et les signes de déshydratation. Et bien sûr, avant le traitement, un ionogramme sanguin, une fonction rénale avec la créatinine et l'urée, l'urécémie et avec une surveillance régulière. Oui, j'ai parlé des signes de déshydratation, docteur Jouadi. Entre autres, il y a les plis, mais je ne vais pas citer tous les signes de déshydratation intra- et extracellulaire. Vous les connaissez, ce n'est pas l'objet de mon cours. Et donc, il faut surveiller, mais le plus important, il faut rechercher la fonction rénale et la calémie qui sont très importants. Mesurer le poids et la pression artérielle de votre patient. Attention aussi en cas d'intoxication ou en cas de gastro-entérite, quand il y a une perte hydrosodée et surtout calémie importante, en cas de gastro-entérite ou de vomissement important, vous allez aggraver une hypocalémie. Donc, chaque fois que votre patient fait des diarrhées ou bien des fortes sueurs en cas de canicule important, pensez à arrêter votre traitement diurétique ou bien à diminuer les doses. La consommation de sel doit être modérée, mais ne doit jamais être stricte. Il ne faut jamais préconiser un régime DSOD strict. En dehors du milieu médical hospitalier, le patient doit être surveillé. N'oubliez pas de donner du potassium, soit des comprimés de potassium, ou bien le Caligan chez nous, qui est utilisé, c'est le sirop de potassium, le Caligan, qu'on appelle le Caligan, qui est préconisé pour éviter cette hypocalémie en association avec les diurétiques de Lens. Donc, chaque fois que vous donnez les diurétiques de Lens, soit vous donnez avec eux du potassium, ou bien vous associez à un autre traitement hypercalémiant, tel que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ou bien carrément un diurétique hypercalémiant. Là, c'est un résumé. Vous avez un tableau qui vous résume le lieu d'action, l'efficacité et l'effet des traitements diurétiques sur la calémie. Je pense qu'il est très bien fait. Et là, vous pouvez voir, sur le tube contourné proximal, on a vu les diurétiques osmotiques qui entraînent une diurèse obligatoire, pas natriurèse obligatoire, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les diurétiques de Lens, diurétiques osmotiques. Vous avez vu qu'il y en avait des diurétiques hypocalémiants et des diurétiques hypercalémiants. Attention à l'association régime DSOD strict plus diurétique et surtout faites très attention à la calémie lorsque vous donnez les diurétiques, que ce soit les diurétiques proximaux, les diurétiques de Lens, les diurétiques thiazidiques qui sont hypocalémiants, ou bien les diurétiques distaux, tels que les antisaldostérones ou les amylorides qui sont hypercalémiants. Rappelez-vous bien que le seul diurétique qui est indiqué en cas d'insuffisance rénale à diurèse cancéreuse sont les diurétiques de Lens et que le traitement de choix, quand on veut associer un diurétique pour le traitement de l'hypertension artérielle, ce sont les diurétiques thiazidiques à cause de leur effet prolongé dont la demi-vie peut aller de 12 heures à 24 heures. Bien, je vous remercie et désolé, je m'excuse pour le temps que j'ai pris avec vous, mais j'ai essayé de répondre. Docteur, je n'ai pas compris l'indication des anti-aldostérones. Les anti-aldostérones sont indiqués quand il y a un hyperaldostéronisme. C'est le cas quand il y a une rétention hydrosodée. Vous voyez ça en cas de cancer. Vous voyez ça en cas d'insuffisance hépatique, surtout en cas de cirrhose. Dans ces cas-là, qu'il y a l'indication des anti-aldostérones. Chaque fois qu'il y a un hyperaldostéronisme, la création d'un troisième volume, il faut donner les diurétiques anti-aldostérone, c'est tel que le spironolactone ou l'aldactone. Donc, vous avez vu les indications. Aussi pour corriger l'hypocalémie causée par les diurétiques de Lens ou les thiazidiques. Pas obligatoirement, on peut les associer, ou bien on peut donner directement du potassium. On n'est pas obligé de les associer deux diurétiques, un diurétique hypercalémiant et hypocalémiant, chose qu'on peut faire, mais aussi on peut donner l'un des diurétiques et rajouter du potassium, ou bien par contre, par exemple, si vous voyez, dans le traitement de l'hypertension artérielle, on donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion plus un diurétique thiazidique.
le diurétique thiazidique, il est hypocalémiant, qui n'est pas une hypocalémie, certes, qui n'est pas importante, plus l'inhibiteur de l'enzyme de conversion qui est hypercalémiant. Et donc, vous voyez souvent cette bithérapie qui est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle. Docteur toujours Frarma qui me dit, même en cas de diurétique thiazidique, malgré que l'hypocalémie elle est moindre. Oui, je vous ai dit, l'hypocalémie elle est moindre, c'est pour ça qu'on doit l'associer avec un IEC ou un ARA2 qui aussi donne une hypocalémie moindre, une hypercalémie moindre. Donc, pour essayer d'éviter cette hypocalémie qui peut être délétère. Je vous en prie. D'autres questions, s'il vous plaît, avant de terminer le cours. De toute façon, ce n'est pas le dernier cours, c'est le premier cours d'une série de 4 cours normalement. Je vais vous enseigner 4 cours. C'est le premier. Bon, j'attends que Dr Rezoug me donne la main pour les autres cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la prochaine cours ou bien prendre contact avec votre délégué qui les transmettra à Dr Rezoug, qui lui aussi me les transmettra. Le cours en PDF, plutôt en PowerPoint, il est disponible chez Dr Rezoug, donc je demande à votre délégué de prendre contact avec lui, ou bien si vous l'avez, tant mieux pour vous. Le fichier PDF, je l'ai, je ne sais pas si vous l'avez ou non. Sinon, je demande à votre délégué de me laisser son mail et je vais l'envoyer, je vais lui envoyer par mail pour l'avoir. Et je vous remercie à vous tous et au prochain cours, Inch'Allah. Bonne journée et désolé encore pour le temps.